Déjà, pour me présenter, donc moi je m'appelle Caroline, je travaille avec Mathieu, je suis directrice des partenariats. Donc mon rôle concrètement, c'est de sensibiliser les structures, les entreprises à la contribution carbone locale et agricole. Et concrètement, ce qu'on fait au quotidien avec les équipes, c'est de faire un petit peu du matchmaking entre les agriculteurs, les agricultrices qui s'engagent sur le territoire et ce qu'on appelle des contributeurs ou des contributrices qui vont s'engager, eux, à financer cette transition. Donc je suis ravie d'être là pour introduire cette session. Concrètement, cet après-midi, on a beaucoup parlé de carbone, de biodiversité, de régénération. On a eu des super témoignages d'agriculteurs dans les différents thèmes, des témoignages aussi d'entreprises. L'idée, c'est que maintenant, pour clôturer l'après-midi, on prenne un petit peu de hauteur et qu'on prenne cette notion de régénération pour voir comment on peut intégrer cette notion-là dans nos structures, dans nos entreprises. Donc voir quels sont les outils, les cadres, les méthodes qui nous aident à devenir une entreprise régénératrice et qui nous aident aussi à transformer la manière dont on opère, la manière dont on produit, dont on collabore. Donc on va parler de tout ça. L'idée, c'est comment est-ce qu'on opère une transformation qui puisse se traduire par des indicateurs précis et mesurables, des indicateurs de réussite. Et comment est-ce qu'on pense collectivement pour opérer cette transition ? Je sais que la notion du collectif a été hyper présente dans le thème 3 parce que j'y étais et j'imagine dans les autres thèmes aussi. Et donc, je pense qu'on va en parler longuement. Donc, je vous présente Thomas Brezard, que vous voyez là sur l'écran, qui est directeur du modèle de la permé-entreprise chez Norcis et coprésident du Bilab France, donc Bicorp. Je vous présente aussi Antonin, qui arrive sur scène, qui est fondateur de WeCount, une entreprise lyonnaise qui accompagne les entreprises dans leur transition carbone. Et puis j'accueille aussi Éléonore Dys, que je vois ici, parfait, qui est doctorante en thèse et responsable de la recherche sur la comptabilité en triple capital chez Serre France. Donc on a des gens plutôt calés sur leur sujet. Peut-être qu'on peut prendre... Vous avez le micro ? Ouais, juste pour tester, peut-être, Antonin ? Ça marche bien ? Génial. Vous allez devoir vous le partager, du coup. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez prendre un temps chacun pour vous présenter, présenter en quelques mots ce qu'est pour vous aussi une entreprise régénératrice, comment ça se traduit, comment est-ce qu'on peut contribuer finalement à la régénération des écosystèmes, ce qui était un sujet assez prégnant cet après-midi, et quels en sont les cadres théoriques et les applications pratiques. Qui veut se lancer ? Allez, Éléonore. Bonjour à tous, merci pour l'organisation de la journée. Donc, je suis chargée de mission au Conseil national du réseau Serre France. Donc, le réseau Serre France, c'est le premier réseau mutualiste en expertise comptable et conseil présent auprès de 320 000 clients. Et je réalise plus spécifiquement une thèse sur l'application de la comptabilité écologique dans les exploitations agricoles. Et donc, dans ce cadre-là, je mobilise donc un cadre théorique et aussi un modèle de comptabilité qui s'appelle le modèle CARE, pour Comprehensive Accounting in Respect of Ecology. C'est pour s'exporter à l'international. Et donc, les grands principes de ce modèle, c'est d'intégrer au bilan des entreprises les capitaux naturels et humains sur le modèle du fonctionnement d'une comptabilité qui permet actuellement de très bien préserver les capitaux financiers. Mais donc là, dans la même logique, le fait de représenter dans la comptabilité les capitaux naturels et humains permet déjà de comprendre que les processus des entreprises sont aussi basés sur ces ressources pour pouvoir pleinement fonctionner. Et donc, comme on va consommer dans les processus des entreprises ces différentes ressources, il va aussi falloir les rembourser en quelque sorte. Et donc c'est tout ça qu'on va essayer de structurer en travaillant sur ce cadre et en modélisant aussi le capital sol, l'eau et son utilisation dans les entreprises. Donc pour nous, la préservation, ça va finalement être apprécié au moment de la définition des différents capitaux, donc l'eau, le sol, la biodiversité. Et surtout, on va s'appuyer sur des références scientifiques pour venir indiquer qu'il y a certains seuils de préservation et les ramener à l'échelle des entreprises. Et donc ensuite, finalement, la préservation va consister à regarder comment l'entreprise va venir
réaliser un certain nombre d'actions de préservation qui correspondent à un programme qu'elle s'est fixé, qui permettent de respecter ces seuils sur les différents capitaux. Donc c'est la mécanique un peu analogue à ce qui se passe dans la comptabilité, qu'on pousse jusqu'au bout sur les capitaux naturels et humains. Super, on verra un peu plus tard du coup comment est-ce qu'un cadre aussi théorique peut aussi se mettre en pratique. Est-ce que Thomas, du coup, tu veux te présenter rapidement, nous dire un peu ce que tu fais, peut-être commencer à nous expliquer un peu le concept de perma-entreprise? Bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu rallier Lyon aujourd'hui. J'aurais aimé être avec vous, et je remercie beaucoup l'équipe de Terre à Terre qui a trouvé des solutions pour qu'on puisse quand même avoir ce moment ensemble. Vous dire que, en fait, moi, disons, je bourlingue dans le milieu du développement durable et de la RSE depuis 10 ans. Sauf qu'en fait, assez vite, j'avais fait le tour de la question dans la mesure où c'est notamment les modèles d'engagement des entreprises historiques n'ont jamais remis en cause les modèles d'affaires et le business. Donc, depuis 4-5 ans, ce qui m'anime vraiment fort, c'est tout ce qui peut servir à réinventer la façon dont les entreprises font du business, parce qu'en fait, c'est là que les plus fortes sources d'évolution sont, et donc c'est là qu'on va pouvoir faire basculer les entreprises dans le champ des solutions plutôt que des créatrices de problèmes sociaux et environnementaux. Alors, c'est ce qui m'a amené à rejoindre Norcis, qui est une entreprise de services numériques qu'a fondé mon père il y a une petite trentaine d'années. On est aujourd'hui près de 1600 personnes. D'ailleurs, on a une agence à Lyon. Et quand j'ai rejoint la boîte, en fait, je lui ai proposé de passer de la RSE à ce qu'on appelle aujourd'hui la société à mission, de passer de la RSE à Bicorp. Et donc, en fait, de tester tout un tas de dispositifs qui permettaient d'aller beaucoup plus loin dans le questionnement profond de l'utilité de l'entreprise, de la raison pour laquelle elle faisait son métier, de ce à quoi servait son métier et de comment réduire au maximum l'impact de la réalisation de son métier, évidemment au niveau environnemental, mais aussi au niveau social. Et Caroline, tu demandais c'est quoi pour nous le régénératif? Pour moi, ça peut être dit de façon excessivement simple. C'est que historiquement, les entreprises ont structuré le développement durable autour d'une question qui est comment je fais moins mal, ou comment je fais moins de mal en faisant mon activité. Le régénératif, c'est comment je fais du bien en faisant mon activité. Et ça s'applique très bien, que ce soit sur le volet humain. Donc, c'est plus comment je réduis l'absentéisme, les arrêts maladie ou le turnover, mais comment je crée l'énergie, l'intérêt, l'évolution des compétences, la dynamique des collaborateurs, comment même je les épanouis par des formations qui leur sont aussi utiles en dehors du travail. Et c'est évidemment vrai au niveau du volet plus environnemental, et ça, on y reviendra après, puisque c'est tout ce qui justifie ma présence auprès de vous aujourd'hui et la joie que j'ai de travailler avec Terre à Terre sur des solutions nouvelles pour qu'une entreprise aussi éloignée du vivant que Norcis puisse contribuer à la régénération des sols, à la régénération de projets agricoles, etc. Et donc, dernière chose, c'est contribuer à une transformation plus globale du monde de l'entreprise en général, par le mouvement des Bicorp que j'ai la joie de co-présider depuis quelques temps, et par ce modèle de perma-entreprise qu'on a inventé chez nous. Je ne vais certainement pas vous raconter pourquoi on l'a fait, parce que ce serait prendre trop de temps, mais juste le comment, de façon aussi très très courte. Le développement durable, people, planète, profit, ça, tout le monde l'a à peu près dans le radar. Bon, souvent, c'est le profit qui gagne, et puis people et planète qu'on essaie de servir un petit peu quand même. La perma-entreprise, on change deux choses. C'est plus people, planète et profit, c'est people, planète et limite. Quelles sont les limites qu'on doit considérer pour que l'entreprise ne dégrade pas les conditions sociales et environnementales? Et la deuxième chose, c'est que c'est plus l'un ou l'autre, et puis de temps en temps, on crée une synergie, c'est que ce sont les trois de façon conjointe et constante. Voilà, Caroline, j'ai essayé de résumer beaucoup de choses en très peu de temps et je m'arrête là. Non, mais c'est très bien, on aura l'occasion de reparler de certaines choses. Est-ce que, Antonin, du coup, tu veux nous parler un peu plus de toi et de Weekend? Est-ce que tu fais au quotidien, du coup, pour la transition et la transformation des entreprises? Eh ben, avec plaisir. Donc moi, c'est Antonin, j'ai fondé Weekend. Weekend, on est une société lyonnaise. On a créé une académie du climat pour les entreprises. L'idée, c'est d'inciter et d'accompagner un maximum d'entreprises à donc réduire leurs émissions de CO2. Comment? En les formant, en les accompagnant et en les outillant pour qu'elles puissent déployer des plans de transition bas carbone dans l'entreprise sur le long terme. Quelques chiffres sur Weekend. Donc, j'ai créé l'entreprise il y a 3 ans. En 3 ans, avec la méthode dont je vais vous parler, on a accompagné plus de 150 entreprises, de la PME jusqu'aux filiales de grands groupes.
sur des secteurs très variés, donc les travaux publics, le textile. Et en ce moment même, on est sur un gros programme sur l'agroalimentaire, notamment en partenariat avec la coopération agricole et l'ARIA, donc programme sur lequel je reviendrai. L'objectif des 2 minutes que j'ai, c'est de... je ne vais pas être très original, mais je vais vous parler du collectif. Parce qu'en fait, le collectif, c'est vraiment au cœur de la méthode qu'on applique aujourd'hui pour les entreprises qu'on accompagne. En gros, nous, ce qu'on propose, c'est des programmes de 3 mois, où on va réunir 10 entreprises qui, ensemble, pendant ces 3 mois, sur une démarche hyper structurée, vont donc se former, réaliser leur bilan carbone et définir une stratégie climat compatible avec l'accord de Paris. On a échangé avec des dizaines d'entreprises, de dirigeants, de responsables RSE. Il y a 3 principaux challenges que nous, on voit dans le passage à l'action concrète d'entreprise. Le premier, c'est il y a plein d'entreprises qui veulent passer à l'action, mais concrètement, elles ne savent pas par quel bout prendre le sujet. On a vu, il y a plein de choses qui se font, il y a plein de référentiels, c'est un sujet qui est très complexe, et donc du coup, il y a des entreprises qui ne franchissent pas le pas parce qu'elles ne savent pas par où prendre le sujet. Le deuxième, c'est une fois que je suis lancé, finalement de se rendre compte que le bilan carbone, qui est quand même le socle d'une stratégie climat, c'est un outil qui est parfois un peu fragile ou qui peut y avoir des incertitudes, et que quand on ne le maîtrise pas très bien, finalement ça peut être contre-productif d'avoir un bilan carbone qui ne soit pas suffisamment précis. Et puis le troisième, finalement faire un bilan carbone, ça peut paraître complexe, mais c'est le plus simple. Ça demande un peu de temps, un peu d'argent parfois. Le plus complexe, c'est quoi ? Et là, je vais poursuivre dans ce que disait Thomas, c'est vraiment comment on va transformer de manière structurelle son entreprise. Comment on va révolutionner son business model. Et ça, finalement, d'ailleurs, je suis convaincu que c'est des expertises qui vont se développer. Aujourd'hui, on a des experts carbone techniques, que demain, les vrais métiers qui vont se développer, c'est comment je transforme mon entreprise. Voilà, donc c'est les 3 principaux challenges que nous, on a identifiés. Et d'ailleurs, peut-être un 4e, quand je pense notamment au secteur agroalimentaire, c'est que, encore une fois, beaucoup d'entreprises veulent passer à l'action. Mais ça, sur le sujet carbone, il faut le faire dans un contexte de ressources limitées. Ressources financières et surtout, ce qu'on voit, ressources humaines limitées. Voilà, finalement, même dans des très grands groupes, il y a souvent une seule personne qui s'occupe du sujet climat, qui ne fait pas que ça. Et donc, il faut réussir à les accompagner dans ce contexte de ressources limitées. Donc, pour vous partager finalement, nous, la recette de nos programmes, et qui peuvent probablement être appliqués aussi chez vous, dans vos entreprises, il y a 4 principaux principes qu'on applique. Le premier, c'est que dans nos programmes, on s'entoure d'experts. C'est-à-dire que nous, on est experts carbone, mais quand on monte un programme sur l'agroalimentaire, on va aller chercher une dizaine, une quinzaine d'experts du secteur en France qui vont pouvoir former nos clients, qui vont pouvoir les inspirer dans la transition bas carbone. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est la manière dont on accompagne nos clients. On ne fait pas leur place, on les aide à le faire. Pareil, c'est du b.a.-ba, mais on l'oublie souvent. En tout cas, nous, on a la conviction que sur le sujet du bilan carbone, il faut comprendre son bilan carbone, il faut comprendre les hypothèses qui sont faites, il faut comprendre comment les plans d'action sont élaborés, sinon c'est impossible de pérenniser la démarche. Le troisième levier, c'est qu'il faut s'outiller, notamment sur le sujet du bilan carbone. Ça prend du temps, donc il ne faut pas perdre du temps sur des démarches laborieuses, chronophages. Donc on a développé une plateforme qui permet de faciliter la collecte des données et qui permet aussi aux équipes de s'approprier leur bilan carbone, de comprendre, moi je suis le comptable d'entreprise, je suis le responsable achat, je suis responsable du fret, quel est mon périmètre de responsabilité. Et puis le dernier aspect, qui est donc, je reviens encore sur le collectif, c'est que donc on fait travailler à chaque fois 10 entreprises ensemble, et ça c'est hyper puissant. C'est hyper puissant pour trouver des bonnes pratiques concrètement, mais c'est aussi puissant pour se donner l'énergie d'avancer sur un sujet qui est complexe et sur lequel nous on voit beaucoup d'équipes qui s'épuisent sur ces sujets parce que il faut transformer l'entreprise et c'est pas simple. Voilà, peut-être juste pour conclure sur un chiffre, nous la grande fierté qu'on a via nos programmes et notre Académie du climat, c'est qu'aujourd'hui plus de 95% des entreprises qui travaillent avec nous s'engagent dans une trajectoire de réduction compatible avec les accords de Paris. Et ça, je pense qu'encore une fois, c'est grâce au fait c'est grâce à l'émulation collective d'avancer ensemble. Super, merci beaucoup Antonin. C'est marrant parce qu'en préparant cette conférence, on s'est rendu compte qu'il peut y avoir un peu une opposition, voire une friction entre des cadres théoriques. Donc quand j'entends cadre théorique, je dis des réglementations en place, les bilans carbone, les cadres qui sont appliqués, la comptabilité probablement en triple capital. Et donc d'un côté ces cadres théoriques et de l'autre en fait des contraintes
de mise en application? Comment est-ce que, de manière pragmatique, on peut mettre en place ces cadres? Est-ce que, Éléonore, toi, tu peux nous en dire un petit peu plus sur, du coup, l'application de la comptabilité en triple capital, comment ça se, comment ça se met en place, concrètement? Enfin, quelle est l'ambition, finalement, pour la mise en place? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que ma thèse dessus, c'est tout un écosystème d'acteurs au niveau de la recherche, mais aussi des praticiens, certains experts comptables qui se mettent dans la démarche pour faire avancer la méthode, la consolider. Et donc, ils sont réunis au sein d'une association qui s'appelle le CERCES, donc le Cercle des comptables environnementaux et sociaux. Donc voilà, c'est aussi un écosystème d'acteurs. Encore une fois, le collectif est important pour faire avancer les choses. Et ensuite, plus concrètement, donc moi, ma position entre la recherche et l'application fait que justement, on a ces échanges et les deux démarches se nourrissent. Donc certes, il va falloir poser des principes qui soient sûrs, qui soient affirmés et solides d'un point de vue scientifique, mais aussi on va avoir des contraintes pour expérimenter. Donc en pratique, je travaille avec des exploitants agricoles pour déjà identifier certaines actions de préservation, puisque justement, ce que permet ce cadre comptable, c'est de mettre en valeur aussi des systèmes qui préservent, justement des systèmes qui ont une approche assez holistique sur toutes les dimensions environnementales. Donc on va travailler à identifier ces actions de préservation sur la base de référentiels dans lesquels ils sont engagés. Et donc ces engagements vont pouvoir ensuite être... on va pouvoir identifier les coûts qui correspondent à ces actions, ces engagements. Et c'est ces coûts-là qui vont nous permettre de représenter les différents capitaux dans la comptabilité. Donc on va passer par cette démarche-là. Donc on voit bien qu'effectivement, pour aller vers un processus qui soit un processus comptable systématisé, on va devoir renseigner de nouvelles données, peut-être aller chercher une donnée qui existe déjà, mais qu'on n'a pas à portée de main quand on fait les comptabilités actuellement. Ça va être des données biophysiques, des bilans carbone, des données sur les sols. Donc il va y avoir une façon de structurer le processus pour que ce soit plus systématique, et aussi de nouvelles références sur les coûts des différentes actions à produire. Mais en tout cas, c'est quand même possible d'avancer pour mettre en place ces processus. Et de toute façon, comme le mentionnait Anaëlle, c'est vrai que les évolutions réglementaires en matière de reporting extra-financier, la fameuse CSRD, va demander demain à ce qu'on produise des systèmes d'information qui renseignent sur l'impact social et environnemental. Donc, c'est une manière de structurer ce processus et d'utiliser la comptabilité comme une manière de structurer l'information aussi sur les aspects sociaux et environnementaux. Ok, super. Et toi, Thomas, de ton côté, donc du côté vraiment pratique, comment est-ce que vous avez réussi chez Norcis à effectuer une transformation radicale mais pragmatique? Est-ce que vous êtes référé à des cadres théoriques? Comment ça s'est un peu passé? Est-ce que tu peux nous expliquer? Ouais, alors déjà, j'aime pas bien le mot transformation parce que il suggère qu'on fait une bascule du jour au lendemain, je trouve, qui est pas du tout le cas. Hein. Par contre, il est clairement temps pour toutes les entreprises d'avoir des objectifs et une ambition à long terme qui, elle, est assez radicale, ou qui implique des changements radicaux, mais pour lesquels il va falloir se donner du temps. C'est pour ça qu'il faut les prévoir dès maintenant pour qu'on se donne le temps de les conduire et qu'on anticipe en fait un certain nombre de risques qui seront inhérents à des bascules qui devraient s'opérer trop rapidement. Alors chez nous, on a un cheminement qui est que, alors en particulier sur le sujet carbone et climat, on a fait notre premier bilan en 2006. Je pense qu'à l'époque, il y avait quand même pas beaucoup de monde qui était sur le coup. Donc ce qui veut dire qu'on a quand même une quinzaine d'années de recul sur tout ça, une quinzaine d'années d'optimisation, de réduction. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a besoin d'être créatif parce qu'on arrive à des niveaux de réduction de nos émissions globales qui deviennent quasi incompressibles, en tout cas sur les périmètres sur lesquels on a vraiment la main. Et malheureusement, dans le service, il se trouve que 90% de l'impact, il est plutôt sur ce qu'on appelle le scope 3. Donc c'est assez frustrant parce que imaginez bien qu'il est difficile pour nous d'aller expliquer aux fabricants d'ordinateurs qu'il est grand temps qu'ils aient des stratégies d'économie circulaire. On n'a pas l'once d'une capacité d'influence sur eux, donc il faut qu'on trouve d'autres solutions. On a expérimenté sur des dispositifs, alors j'entendais CSRD, bon,
Nous, on est passé donc par la RSE, par Bicorp, par la société à mission. On a expérimenté beaucoup de dispositifs jusqu'à inventer un nouveau dispositif pour nos besoins qui s'est avéré tellement riche, tellement intéressant pour embarquer les équipes dans un nouveau projet d'entreprise qui se voulait beaucoup plus ambitieux, qu'on en a carrément fait un livre avec une méthode pour que ce soit accessible à tous dans une logique open source. Je ne sais pas exactement sur quel terrain tu voulais m'amener avec ta question, Caroline. Ce que je me souviens dit lors de nos échanges de préparation, c'était que j'adorerais pouvoir appliquer une compta en triple capital, par exemple, chez Norcis. Aujourd'hui, j'ai du mal avec les contraintes que sont les nôtres à rendre cela réaliste par rapport à la complexité de mesurer tout ce qui doit être mesuré. Mais par contre, le jour où on trouve des voies pour le rendre sans doute plus facilement applicable, je pense qu'on sera les premiers à y aller parce qu'il est clair et net sur d'une chose, hein, c'est que si on donnait un coût comptable aux dégradations sociales et environnementales que provoquent les entreprises par leur business, croyez-moi, il n'y en a plus une qui serait rentable et ça, c'est du jour au lendemain. Donc, j'appelle de mes voeux, comme disent certains, qu'on arrive à trouver des solutions pour rendre la compta en triple capital applicable. Et chez nous, pour l'instant, ça passe par des voies beaucoup plus simples, je dirais, c'est-à-dire par exemple que à un moment donné, pour convaincre mon comité de direction d'accepter d'investir sur certains sujets, j'avais mis en place ce qu'on appelle un prix interne du carbone, qui donnait pas lieu à des flux économiques réels, mais je leur avais dit, si on le mettait, voilà ce que ça représenterait comme coût dans votre compte d'exploitation. Voilà la capitalisation que ça me permettrait de faire au niveau groupe. Et voilà donc les budgets qu'on faudrait investir pour ne plus avoir à mettre en place ces mécanismes-là. Et en fait, ça a été un super outil pour les décoincer, pour les activer et pour faire, je dirais, flécher des financements qui, aujourd'hui, par exemple, vont sur des projets qu'on fait ensemble avec Terre à Terre. Et du coup, pour mettre en place le prix carbone interne, tu as utilisé des cadres théoriques? Comment tu as fait un peu ton calcul? Alors, j'ai fait simple. Hein. On est très pragmatique chez nous parce qu'on essaye beaucoup de choses, donc on ne peut pas être jusqu'au boutiste, il faut être assez... faut expérimenter à petite échelle. En fait, la première chose que j'ai faite, ça a été de discuter avec vous, avec des acteurs qui sont historiquement positionnés sur la préservation des forêts et qui ont un regard parfois assez critique sur la façon dont s'est structuré le marché international de la compensation carbone, où en gros, on vous propose des solutions où vous pouvez compenser la tonne à 10 euros. Bon, et ben ça, c'est pas sérieux. Imaginez la compensation à l'autre bout du monde avec 10 euros où vous avez des projets qui doivent planter des arbres et vérifier qu'ils ont une durée de vie sur 40 ans. Mais rien que ça devrait quand même faire réaliser à tout le monde que ça ne peut pas fonctionner. Alors, il existe plein de documentaires d'ailleurs qui l'expliquent beaucoup mieux que moi. Donc, du coup, ce qu'on cherche à faire, c'est à identifier quel est, je dirais, le juste prix d'une compensation sérieuse d'une tonne de CO2 avec des projets, par exemple en France, labellisés bas carbone, et là, tout tend vers un prix qui serait autour de 60 à 70 euros la tonne aujourd'hui. Si on est très radical ou exigeant, ce serait 100 euros. Si on est sérieux en n'étant pas trop cher, ce serait 50. Moi, chez nous, je le mets entre 50 et 70. Bon, bah, j'explique à mes directions d'agence, puisqu'on en a donc plusieurs, que si je devais compenser par un mécanisme de prix interne, je prends leur bilan carbone et je leur dis voilà le coût que ça représenterait. Et donc ensuite, je leur dis est-ce que tu préfères prendre des actions en amont de ce mécanisme pour arriver à réduire au maximum, ou est-ce que tu préfères continuer comme on faisait avant et donc tu pourrais être à terme ponctionné en fin d'année dans ton compte d'exploitation de l'application d'un prix interne et donc tes résultats seraient moins bons. Et voilà concrètement comment j'ai pu fonctionner parfois pour convaincre surtout du plus important, c'est de réduire avant tout et ensuite d'être créatif sur les solutions. Alors maintenant, je parle même plus de compensation parce que je trouve que c'est tellement devenu une grande foirade que ça me plaît pas. Je parle plutôt de contribution carbone et c'est exactement ce qu'on fait avec vous, Caroline, sur les projets de financement avec Terre à Terre. Ok, super. Effectivement, contribution carbone, c'est aussi un terme qu'on aime utiliser et qui a été épinglé par Carbone 4, notamment en France il y a quelques années. On parlait beaucoup du collectif. En quoi aujourd'hui, en fait, le collectif dans chacun de vos structures, de vos secteurs, est un catalyseur et un accélérateur de ces transformations, ou plutôt de ces transitions, ou de ces évolutions plutôt,
Est-ce que tu nous en parlais un petit peu, Antonin, tout à l'heure? Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Oui, effectivement, bah, nous, le collectif, encore une fois, c'est vraiment le cœur de notre méthode d'accompagnement et je l'évoquais tout à l'heure, la conviction qu'on a, en tout cas les programmes qu'on monte, nous, c'est par filière. C'est vraiment à l'échelle de filière qu'il faut qu'on avance ensemble. Donc, en l'occurrence, sur l'agroalimentaire notamment, c'est ce qu'on fait avec, donc je l'évoquais, l'ARIA et la coopération agricole. Pour moi, il y a différents niveaux où le collaboratif peut être très puissant. Il y a un premier niveau qui est déjà, si on prend le sujet du carbone, de se mettre d'accord sur comment on compte. Aujourd'hui, vous demandez à 2 personnes différentes de faire le bilan carbone de la même entreprise. Vous pouvez avoir un rapport de 2 à 3 parce qu'ils n'ont pas choisi le même périmètre, ils n'ont pas choisi les mêmes méthodes de calcul, ils n'avaient pas les mêmes ressources. Donc le collectif doit être là, ou en tout cas à l'échelle d'une filière, pour se mettre d'accord sur comment on compte. Parce que si on n'a pas les mêmes bases, on aura du mal à quantifier des actions de la même manière. C'est le premier. Le deuxième, c'est effectivement, le collectif, c'est pour trouver des actions, partager des bonnes pratiques. Ça me paraît assez classique. Le troisième, et ça a été aussi évoqué plusieurs fois aujourd'hui, c'est que finalement, quand on parle du scope 3, donc c'est ses clients, c'est ses fournisseurs, si on veut les faire bouger tout seul, c'est compliqué, à part si on est une grande multinationale, et encore. Donc là aussi, il faut se réunir pour aller voir ensemble ses fournisseurs, ses clients, les pouvoirs publics. Donc ça, c'est la troisième dimension. Et la quatrième sur laquelle je reviens et j'insiste beaucoup aussi, c'est travailler ensemble, c'est aussi se donner l'énergie de bosser sur ce sujet qui, encore une fois, n'est pas évident, qui a fort enjeu, sur lequel il y a des ressources limitées dans les entreprises. Et donc vraiment là-dessus, ne serait-ce que d'être ensemble, comme aujourd'hui dans la même pièce, ça donne l'énergie, j'espère, pour tout le monde demain, de se dire, tiens, qu'est-ce que je fais chez moi sur ce sujet-là, dans mon entreprise. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Est-ce que, Éléonore, tu peux rajouter quelque chose sur le collectif? Tu en parlais brièvement tout à l'heure. Tu disais, finalement, tu ne bosses pas toute seule dans ton coin, tu vas travailler avec d'autres partenaires, des agriculteurs. Comment un peu tu travailles au quotidien, finalement, sur ces sujets? Oui, Comment t'échanges? effectivement, il y a la partie application, explorer comment on va pouvoir mettre en place des processus qui intègrent des dimensions plus larges que les indicateurs financiers. Donc, ça nécessite de travailler au sein du réseau avec des conseillers, mais aussi donc, toute la partie recherche, je l'évoquais, puisqu'on s'organise aussi en différents segments, selon ceux qui vont plus travailler sur les sols, d'autres plus sur certains secteurs, ou alors sur le climat notamment. Et donc après, on agrège au fur et à mesure les avancées pour savoir comment on va renseigner les différents seuils, comment on parle des différents capitaux, et on voit leur utilisation dans les activités. Mais sinon, la comptabilité en tant que telle, c'est aussi un outil au service du collectif. C'est le langage des entreprises. C'est une façon de mettre de la confiance dans les affaires. Et donc, du coup, si on fait aussi évoluer la comptabilité dans ces 3 domaines, donc avec le social et l'environnemental, c'est aussi une manière de faire avancer collectivement la transition des modèles d'affaires et de véritablement aussi construire des modèles d'affaires qui soient soutenables et qui permettent aussi aux capitaux naturels et humains d'être préservés. Super, merci. J'ai peut-être une dernière question. C'est quoi vos futurs challenges? Thomas, toi, c'est quoi ton challenge actuel chez Norcis ou chez Bicorp? Ton plus gros enjeu? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on arrive à un moment de l'histoire où très grande majorité de ceux qui décident dans l'entreprise ont bien conscience du degré d'urgence d'agir, parce qu'ils n'arrivent plus à recruter des jeunes, parce que leur modèle d'affaires il est mis à mal par une conjoncture complexe, un Covid, un conflit ukrainien. Enfin voilà, il se passe énormément de choses qui sont en train de mettre les modèles économiques en tension, et donc finalement dans notre malheur, il y a de plus de grandes chances d'activer massivement un écosystème du monde économique qui a trop tardé à bouger. Et puis du coup, on a aussi un certain nombre, pour ne pas dire un nombre certain, de réussites d'entreprises qui ont opéré des bascules, qui ont revu leur modèle d'affaires, qui ont revu leurs produits et leurs services, qui ont revu leur manière de les distribuer, et qui sont en train de devenir de vrais succès, qui ont beaucoup moins de mal à recruter, qui ont beaucoup moins de difficultés à maintenir des chaînes d'approvisionnement, etc. Donc
tout n'est pas rose, bien sûr, mais en tout cas, moi, je constate qu'au niveau global, je pense qu'on est en train d'arriver à un moment où on va réussir à massivement changer les choses. C'est ce qu'on essaie de faire avec le mouvement des Bicorp et 6000 entreprises dans le monde qui ont obtenu une certification dont la moitié des points sont obtenus en fonction du modèle d'affaires. Donc, ça montre bien déjà qu'il y a un effet d'échelle sur des modèles nouveaux qui est en train de se faire. Et puis, nous, on reçoit on voit plein de synergies se créer avec des mouvements, des réseaux autour de la perma-entreprise qui sont formidables. On n'est qu'au début, mais moi, ça me donne vraiment de l'enthousiasme et de la confiance. En tant que jeune papa, j'en ai méchamment besoin parce que j'étais déjà assez conscient des enjeux, mais là, quand on a un bébé, on prend une deuxième claque pour se dire mince, il faut vraiment que je bouge pour offrir un avenir tout court d'ailleurs à mes gamins, à ma fille, et même en fait un avenir à nous-mêmes, parce que voilà, par exemple le dérèglement, c'est plus 2050, on voit même en France qu'il ça y est, il est là. Donc le challenge, c'est de passer l'échelle. Tout est là, je pense, le contexte de plus en plus, les solutions sont là. Et merci pour ce que vous proposez. Moi, je suis très heureux de pouvoir dire qu'une entreprise aussi éloignée du vivant que Nord6 dans son métier peut soutenir la transition agricole, la transition écologique d'exploitation agricole, parce qu'on ne vise pas à compenser sur 40 ans des émissions à l'autre bout du monde, on vise à supprimer sur 5 ans des émissions sur notre territoire. Le sens qu'on donne à ça est assez exceptionnel, je pense. Et même nos équipes, ça leur parle. Le premier agriculteur qu'on a soutenu, il est à 10 km du siège de Nord6. C'est génial. Ou les solutions de régénération du sol biosourcé de Gaillago. D'ailleurs, j'ai qu'une envie, c'est qu'on accélère ensemble. Voilà. Super, merci. Est-ce que Antonin et Léonore, un petit dernier mot peut-être à l'Assemblée, un mot d'encouragement ou sur vos futurs développements avant qu'on clôture et qu'on aille à l'apéro? Oui, je pense si on est là, c'est qu'on a compris qu'il y avait des transformations qui étaient en cours, qui se jouaient. Donc, c'est vraiment inscrire ces transformations au niveau de la stratégie des entreprises pour ne pas subir les changements, mais pouvoir aborder ça de manière réfléchie et prendre au sérieux aussi les informations, les données scientifiques. Et moi, je vais être assez pratico-pratique. S'il y a des entreprises ici qui veulent réduire leur empreinte carbone, en octobre prochain, on lance un nouveau programme dédié aux entreprises de l'agroalimentaire, avec à nouveau 10 entreprises, à nouveau avec l'ARIA et la coopération agricole. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, sachant que ce programme, il est pour vous, mais encore une fois, il est aussi pour faire progresser les bonnes pratiques du secteur en matière de décarbonation. Et d'ailleurs, tout ça sera concrétisé dans un guide qu'on va faire avec l'ADEME, donc le guide sectoriel de l'ADEME pour le secteur agroalimentaire. Voilà. Génial, merci beaucoup à tous les trois et merci au public. Mathieu, tu veux dire 2-3 mots avant que tout le monde... Quand il s'agit de lancer l'apéro, il y a toujours un ch'ti qui est pas loin. Non, mais un grand merci. Merci Thomas d'être venu. Même si on aurait bien aimé que tu viennes avec nous. Thomas qui est ch'ti aussi. Ouais. Et Mathieu, attends, excuse-moi, mais ouais. Et vous, votre plus gros challenge? Ah, notre plus gros challenge? Eh ben, déjà, c'était un beau challenge, tu vois, de réunir toutes ces personnes à Lyon, alors que franchement, moi, je débarque totalement ce matin par le train. Non, c'est un gros challenge d'embarquer, je pense, et d'embarquer des gens qui ont un profil si diversifié. Et moi, ça me donne énormément d'espoir. Tu parlais d'enfants, moi, j'attends mon 3e pour dans 2 mois. Ça, c'est next level. Hein. Ouais, exactement. T'as scalé la parentalité, bravo. Et c'est vrai que moi, ça me donne de l'espoir. Ça m'enthousiasme d'ailleurs énormément. Bravo pour tous les mots qui ont été dits. Bravo pour l'engagement aussi de tous les intervenants. On a parlé de confiance, d'engagement, de collectif. Et c'est vraiment des choses qui nous parlent. Chez Terre à Terre, ça fait vraiment partie de nos valeurs. Je souhaiterais aussi remercier ceux qui ont organisé cette belle journée. Et notamment Basile, qui est là, voilà, qui est notre chef d'orchestre. Et je souhaiterais remercier tes acolytes du Crédit Agricole, et notamment Cécile,
Audrey, Marie et bien d'autres. Donc un grand merci, c'est l'heure de l'apéro et je vous propose d'y aller tout de suite. Et à très Allez, bientôt. santé à tous. Allez, santé, merci Thomas. Salut Caroline, à bientôt. Tout mon agenda, quoi.